propose qu'on démarre tranquillement, le temps que tout le monde se connecte. Et moi, je vous fais un petit mot d'intro sur cet événement. Donc, le webinaire de la Factory Usage Data IA appliqué à la filière agri-agro. À savoir que voilà, ce webinaire s'inscrit en fait dans un programme d'événements qui s'appelle Digitalis Future, qui est initié par Digital 113, mais qui est co-organisé avec les différents partenaires de la filière agri-agro. Ce programme d'événements, c'est un programme d'événements dédié à la transformation numérique de la filière agri-agro avec un parcours et un ensemble euh, d'événements, des webinaires, des événements en présentiel, des conférences, des ateliers qui se déroulent donc sur cette thématique de la filière agri-agro qui ont démarré en février jusqu'à fin juin. Donc, vous pourrez retrouver les précédents événements sur la plateforme de Digitalis Future avec les différents replays. Donc, il y a un événement dédié aussi à la recherche, présentation des différents projets de recherche qui s'appelle Start in Lab. Donc, vous retrouvez le replay aussi sur la plateforme qui avait eu lieu le 30 avril au MAS numérique. Et nous aurons, après ce webinaire, le 25 juin, un événement en présentiel, donc la conférence Agri-Agro sur la thématique vers une triple transition agricole souveraine, verte et numérique qui se passera en présentiel à Agropolis. Voilà, donc ce programme Digitalis Future aussi est intégré dans le cadre de l'EDH, qui est un programme européen d'accompagnement à la transformation digitale des entreprises, sur lequel aussi vous pouvez vous faire accompagner sur votre transformation numérique en remplissant un diagnostic de maturité numérique, donc directement sur le site Occitania pour bénéficier de différentes actions financées et différentes formations voilà, qui vont au-delà du programme Digitalis Future. Ce programme d'événements, donc, il se fait, comme je le disais, en partenariat avec les acteurs de la filière, donc ADOC, l'AREA Occitanie, Agri Sud-Ouest Innovation, Flutiliant, Vinceo, la CCI Occitanie, Equitia et Agropolis. Et ce webinaire-là, il est organisé grâce à notre factory au sein de Digital 113, la factory usage Data IA, dont Mathilde va vous présenter un peu plus en détail les activités. Merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathilde. Je travaille avec Angélique chez Digital 113 et je suis entre autres la référente de la Factory Usage Data et IA. Les factories, ce sont des groupes de travail qui vous proposent très souvent des webinaires sur des sujets d'actualité autour d'une thématique donnée. Alors, si tu veux bien passer la slide, ça, moi, je peux le faire grâce à un comité de pilotage qui est composé donc de 5 personnes aujourd'hui, donc qui sont les personnes qui sont affichées à l'écran et dont Simon fait partie, Simon qui va être intervenant aujourd'hui. Nous, on va réfléchir à des thématiques qui peuvent intéresser les adhérents de Digital 113 et proposer donc à peu près un atelier tous les 2 mois. Donc, réservé évidemment à nos adhérents. Là, on est dans le cadre de Digitalis Future, donc c'est ouvert. Mais si faire de la veille sur ces thématiques-là et évidemment, voilà, toujours être dans une sensibilisation sur l'usage de la donnée, sur toutes les technos, peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour voir comment y participer. Voilà ce que j'ai à dire. On va faire juste un point rapide sur l'agenda voilà, de Digital 113 sur ce qui arrive autour des thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, vous avez dû le voir dans différentes communications. Demain et après-demain, on est sur 2 grosses journées de lancement de l'initiative Occitanie Isaïe, qui est une initiative partenariale entre plein d'associations et de fédérations professionnelles pour promouvoir, pour accompagner les entreprises au passage à l'action autour de sujets d'intelligence artificielle. Et donc, voilà, à Toulouse demain, à Montpellier après-demain, des événements de lancement. N'hésitez pas encore à vous inscrire. Il reste quelques petites places, mais on a été victime de notre succès puisqu'on est à près de 150 et 200 inscrits de façon respective.
La conf de Digitalis Future dont Angélique a rapidement parlé. Petite info peut-être à donner aussi, c'est que vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, d'avoir un peu de visibilité sur cet événement et de prendre un stand. En règle générale, on réunit entre 50 et 75 personnes sur ces événements. Vous avez la possibilité de faire des démos de votre activité, si toutefois les partenaires cités par Angélique tout à l'heure vous intéressent, si vous voulez de la visibilité aussi auprès de nos adhérents, vous avez cette possibilité pour des prix très, très attractifs. Et auprès de la filière agri-agro qui serait invitée évidemment à la conf. Et dernier événement, mais pas des moindres, l'Assemblée générale de Digital 113, qui est aussi la journée forte de notre année. Le Members Day, donc le 13 juin à l'abbaye de Fontfroide. Nous vous proposons une thématique. Alors, c'est pas que l'Assemblée générale, hein, c'est aussi vraiment une journée pleine de contenu avec des tables rondes, des ateliers, des pitchs. C'est ouvert à tout le monde, adhérents, non adhérents. N'hésitez pas à consulter le programme parce qu'il y a des sujets autour de l'IA. Il va y avoir voilà, différents sujets aussi plutôt prospectifs. Et donc, le 13 juin, si vous voulez en plus découvrir un superbe lieu qui est l'abbaye de Fontfroide, n'hésitez pas à venir. On sera ravis de vous compter parmi nous. Je pense que c'est fini. Si tu veux, voilà, passer sur la slide suivante. Et donc, on va aujourd'hui parler de cas concrets. Comment on utilise de l'IA dans la filière agri-agro? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et un petit peu mettre les mains dans le cambouis pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Et on a trois intervenants aujourd'hui. Et donc, on va passer la parole directement à Bruno. Bruno, si tu veux te présenter ta structure, ce que tu y fais et ton cas d'usage, on te laisse la main sur le partage d'écran. Très bien. Ben, écoute, merci. Merci Mathilde pour cette introduction. Donc, je vais partager mon écran. Partager. Est-ce que vous le voyez? Oui, Ouais, parfait. Super. C'est en plein écran. Voilà. Donc, Bruno Malna, je suis responsable du développement de la société iFen qui est basée à Avignon. On compte aujourd'hui un peu plus de 30 personnes. Beaucoup de gens spécialisés dans l'analytics hein, et dans le data science notamment. Nous, on développe des solutions pour le phénotypage au débit des plantes. Alors, qu'est-ce que c'est le phénotypage au débit des plantes? En fait, c'est tout simplement d'arriver de la capture d'informations sur les plantes assez précises hein, pour mieux comprendre son fonctionnement et c'est la mesure des plantes par capteur hein, qui se complète avec les mesures des plantes de façon manuelle ou visuelle, telles que beaucoup de techniciens le font au champ. Donc aujourd'hui, nos principaux marchés, hein, ou en tous les cas les principaux marchés auxquels le phénotypage au débit des plantes s'adresse, c'est d'abord les semenciers, hein, pour les aider à trouver des variétés qui correspondent aux enjeux d'aujourd'hui, que ce soit en termes de rendement, en termes de réduction de pesticides, de réduction d'engrais, mais surtout au changement climatique et notamment au stress hydrique, au stress de chaleur. Ce sont les académiques, les centres de recherche, hein, typiquement par exemple en France, l'INRAE ou Arvalis, mais on travaille aussi avec beaucoup d'universités un peu partout dans le monde, où là, ils vont chercher à comprendre la phénologie des plantes hein, et de pas simplement trouver des variétés ou regarder des variétés qui correspondent à des objectifs, mais comprendre comment, par exemple, une plante résiste ou non à un stress hydrique. Ensuite, il y a toute l'agro-industrie hein, qui va chercher à évaluer, à prédire des rendements, mais surtout à évaluer la qualité des récoltes en amont de leur transformation. Et puis ensuite, les fabricants d'intrants. Alors, ce qu'on appelle intrants, c'est les fabricants de biosolutions tels que les biostimulants ou les biocontrôles, mais également les produits pharmaceutiques.
Voilà, donc là, je résume un petit peu. Donc, voilà, c'est les semenciers ou les fabricants d'intrants, eh bien, c'est voilà, estimer les performances de leur variété ou de leurs produits. Pour l'agro-industrie ou l'agroproduction, eh bien, c'est surtout analyser la qualité des produits avant transformation. Et pour les centres de recherche, c'est d'avoir un maximum d'informations sur la phénologie des plantes. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va utiliser différents types de capteurs qui peuvent être, ou de vecteurs déjà, hein, qui peuvent être du satellite, du drone, des capteurs embarqués sur des tracteurs, des stations qui vont être posées dans des serres ou dans des laboratoires, on va jusqu'au smartphone. Et tous ces vecteurs peuvent être équipés de différents types de caméras, hein, donc des caméras RGB ou RVB telles qu'on les connaît, hein, une caméra classique, mais aussi des lidars qui vont permettre d'avoir des nuages, de reconstruire des nuages de points extrêmement précis. Ensuite, on peut avoir du thermique, on peut avoir du multispectral, voire de l'hyperspectral, qui vont aller chercher dans des zones non visibles des informations sur les plantes. Et nous, notre métier, finalement, c'est de- d'acquérir ces données, hein, via ces différents vecteurs capteurs et de les transformer en un indicateur agronomique qui soit pertinent pour nos clients. Et ça va changer effectivement en fonction du but des essais ou des buts des recherches qu'ils vont faire. Voilà. Et un des challenges que l'on a, c'est d'essayer de standardiser l'ensemble des procédures que l'on va mettre en place pour extraire ces indicateurs, pour répondre à différentes applications en utilisant au maximum les mêmes algorithmes et en s'appuyant notamment de plus en plus sur l'intelligence artificielle qui a révolutionné, on va dire, ce monde du phénotypage au débit depuis les années 2020-2021. Voilà. Et là, on voit un peu, la liste est loin d'être exhaustive, hein, puisqu'aujourd'hui, on est capable d'adresser environ 80, 100 indicateurs agronomiques très différents. Mais vous voyez ici, c'est une introduction. Alors, ce qui est en vert, eh bien, c'est des indicateurs qui vont être extraits directement par du traitement d'image classique, hein, tout ce qui est, par exemple, les végétations indices, les indices de végétation, typiquement, dedans, il y a le NDVI qui est très connu. Le NDVI, c'est juste une règle entre différentes longueurs d'onde. Voilà, donc c'est des formules mathématiques, mais qui ne font pas appel à de l'intelligence artificielle, contrairement aux indicateurs qui sont en bleu, où là, on va utiliser de plus en plus massivement de l'intelligence artificielle pour en extraire ces indicateurs. Alors là, je vais parler de quelques use cases de référence et puis ensuite, je vais vous parler d'une méthode qui est en train de qui va révolutionner, à mon avis, le monde du phénotypage au débit à terme et sur lesquels nous sommes très impliqués. Alors ça, c'est d'abord pour représenter un petit peu les problématiques. Typiquement, lorsqu'on veut estimer des rendements, hein, il faut non seulement compter, hein, la production, hein, donc là, typiquement, c'est sur du blé, il faut compter le nombre d'épis, hein, mais également avoir une estimation de la surface, hein, pour pouvoir avoir une densité, hein, parce que compter des nombres d'épis, pour avoir un rendement, il faut aussi avoir. Voilà. Donc, et vous voyez sur la gauche là de mon écran, en fonction de la hauteur, hein, des plantes, mais également de la hauteur de la prise de vue, hein, ben, l'empreinte au sol du système d'imagerie va être différente, hein. Si vous êtes à 74, si pour une même hauteur, si votre plante est à 74 cm ou à 120 cm et les épis sont positionnés en haut, vous voyez que l'empreinte est différente. Donc, il faut arriver à calculer cette surface de prise de vue. Donc, vous allez utiliser des caméras RGB, hein, sur lesquelles vous allez pouvoir détecter vos épis avec de l'intelligence artificielle, hein. Donc, ça fait appel à des bases d'entraînement, hein, importantes pour reconnaître un épi.
Et puis, pour calculer la surface, vous allez utiliser le lidar, hein, qui va vous permettre de calculer la hauteur de vos plantes. Et une fois que vous avez la hauteur de vos plantes, comme vous connaissez l'altitude et le type de caméra que vous allez utiliser, vous pouvez calculer une surface, représenter une surface et ainsi d'avoir une densité. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont faites maintenant en routine, hein, parce que c'est très important pour les semenciers pour évaluer les rendements de leurs nouvelles variétés. Après, on a des choses qui commencent à devenir un peu plus sophistiquées. On va utiliser des caméras RGB, typiquement, c'est d'avoir la température de chacune des feuilles de nos arbres, typiquement ici en sous-serre, hein, pour voir, comprendre comment il réagit à un stress hydrique. Typiquement, on va utiliser des caméras RGB déjà pour avoir une visualisation de l'arbre. Ensuite, on va utiliser du lidar pour segmenter, hein, l'arbre, les feuilles et enlever tout le reste et avoir une description fine de chacune de ces feuilles, hein. Et ensuite, on va appliquer une image thermique, hein, qui va nous donner donc des différences de température au sein des feuilles. Et lorsqu'on va merger, fusionner l'ensemble de ces informations, eh bien, on va être capable d'avoir une température au niveau de la surface des feuilles extrêmement précise et qui va aider à comprendre, hein, typiquement, par exemple, le fonctionnement des nématomes qui vont s'ouvrir et fermer, qui vont faire que la plante va plus ou moins transpirer et donc plus ou moins bien résister à un stress hydrique puisqu'il va plus ou moins consommer de l'eau. Voilà, donc ça, c'est des choses et qui vont nécessiter, hein, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ça. Ensuite, on a d'autres choses, c'est typiquement dans la détection de maladies, hein. Là, c'est un cas où on va chercher à détecter les épis qui sont fusariés ou non. Et voilà, donc d'abord, on va apprendre à reconnaître qu'est-ce que c'est un épi fusarié, hein, et typiquement, est-ce qu'il est un petit peu ou beaucoup fusarié, parce que ça, c'est des choses qui intéresse beaucoup. Et donc, vous voyez qu'à partir d'une image comme ça, et ensuite en utilisant des algorithmes de deep learning, eh bien, on va être capable non seulement de détecter chacun des épis, hein, et de les segmenter par rapport au reste de la végétation, mais vous allez voir, bon, il y a différentes couleurs, du violet, du bleu et du rouge, plus ou moins rouge, comme ici derrière, qui vont caractériser est-ce que l'épi, il est fusarié ou non. Et ça, c'est des choses qui vont être vraiment intéressantes pour typiquement les producteurs de produits de biocontrôle pour voir l'efficacité de leurs produits, voire même aussi pour les semenciers s'ils cherchent à trouver des variétés qui sont moins vulnérables à la fusariose. Bon, là, vous avez d'autres images comme ça que l'on peut faire, hein, là où on va chercher à caractériser des nécroses ou des infestations sur des feuilles, hein. Donc, c'est vraiment des choses très, très fines comme ça, avec toujours pareil, nous, on est en mesure de fournir les capteurs qui vont permettre d'acquérir ces images et ensuite faire les traitements pour détecter ici, par exemple, c'est des zones de nécrose, alors qu'ici, c'est des zones infestées. Ici, c'est une application qu'on a développée pour Moët-et-Chandon, hein, avec différents types de portiques où on va chercher typiquement à caractériser la qualité sanitaire du raisin juste en vendange. Donc, c'est des choses qui vont se faire en temps réel où on va évaluer la qualité d'une caisse comme ça de raisin, hein, en fonction de différents critères, la présence de botrytis, de oïdium, de pourriture acide, mais également la maturité. Et ça, typiquement, hein, pour détecter la surface les foyers de botrytis, eh bien, on va utiliser de l'intelligence artificielle euh, pour pouvoir détecter ça correctement. Et ici, on a des choses, typiquement, c'est la maladie, la cercosporiose sur les feuilles de betterave. Eh bien, grâce à du multispectral et de l'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter ici les taches de cercoriose et évaluer l'impact de la maladie. Alors voilà, maintenant je voulais vous parler d'une discipline, d'une méthode qui est en train de vraiment de se déployer fortement, en tous les cas chez nous, qui est la prédiction phénomique, c'est-à-dire à partir d'une connaissance, hein, de réponse à un certain nombre de traits d'une variété, on va essayer de prédire le comportement d'une nouvelle variété. Alors là, je vais vous présenter un cas d'usage, hein, typiquement. Pourquoi c'est intéressant? Parce que typiquement, par exemple, vous faites pousser des fraises.
eh bien, vous allez estimer, je dirais, une nouvelle variété. Vous allez estimer sur des qualités de rendement, de résistance au stress hydrique, ou de maladies ou de choses comme ça. Mais en même temps, vous aimeriez savoir, hein, typiquement, est-ce qu'elles sont un taux de sucre qui est satisfaisant par rapport à un marché ou une forme qui est satisfaisante par rapport à un marché. Voilà. Donc ça, finalement, c'est d'un côté, vous avez des observations qui sont quantifiables par le semencier, et puis de l'autre, ben, c'est difficile, hein, sans le goûter, hein, de dire est-ce que la fraise, elle a un taux de sucre ou un goût, ben, par exemple, prononcé. Et ben, c'est là où je veux dire, la prédiction phénomique va apporter quelque chose de significatif. Et on l'a vu déjà sur pas mal de trucs. Donc là, je vais vous parler d'un projet que l'on mène avec notamment l'INRA de Toulouse. Hein, et c'est un projet européen qui s'appelle ELEX, qui cherche à développer des variétés qui vont être avec des caractéristiques qui leur sont propres. Et notamment, parmi ces problématiques, c'est de savoir, hein, finalement le taux d'humidité, hein, des graines au sein des fleurs à différentes dates, hein, et de prédire ce taux parce que c'est quelque chose qui est important dans la gestion des cultures. Voilà, donc pour ça, ben, on va utiliser un drone, hein, utiliser d'une caméra à très haute résolution, et on va prendre des photos de nos champs. Hein, et on a pour quelques capitules sur le champ, prélevé ces capitules et les photographier et mesurer le taux d'humidité des graines qui y sont. Alors ici, on voit qu'on n'est pas encore à maturité, les fleurs sont belles, ici, ils commencent à sécher, et on voit les images sur le champ correspondant. Alors, voilà, donc ici, je résume, on a voilà, les images qu'on acquiert. À partir de là, grâce à l'intelligence artificielle, on va détecter, hein, la capitule, et en fonction on va essayer ensuite de les extraire et d'avoir des images les plus représentatives de ces capitules en fonction de leur position, en fonction de leur maturité. Et là, voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont basés sur des encodeurs et des décodeurs pour, je dirais, avoir, on va dire, simplifié ou encoder, voilà, une image en un petit vecteur, hein, de quelques caractères, d'accord, et qui résume en fait toute la généalogie, ou en tout cas la physiologie de notre capitule, de façon condensée. D'accord? Et on voit que lorsqu'on le décode, eh bien, on arrive à retrouver l'image de base, bon, avec un peu de biais, mais ce biais n'est pas gênant. Ensuite, on va le voir pour avoir une précision sur l'humidité. Et puis, pour chacune de ces capitules, hein, que l'on a pour quelques-unes de ces capitules qu'on a prélevées, on va regarder le taux d'humidité. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que grâce à ça, on arrive à avoir une représentation, hein, simplifiée. Là, c'est une simplifiée, c'est un vecteur clustering, une version simplifiée justement de ces vecteurs où on voit qu'on retrouve bien les tendances. Hein, en tous les cas, en termes d'humidité, on retrouve bien les tendances associées au niveau de maturité de chacune de nos capitules, hein, puisqu'elles sont bien regroupées. Lorsqu'elles sont encore, je dirais, avec un haut taux d'humidité, on voit l'ensemble sont bien regroupées ici, et ainsi de suite. Et ça va nous permettre ensuite, ben, à partir d'un vol de drone, à partir de la segmentation de tous les capitules, pour chaque capitule, hein, de pouvoir prédire le taux d'humidité de cette capitule. Et on voit ici quelques résultats. On voit qu'on a vraiment une précision qui est vraiment assez bluffante, hein, puisqu'on a des R2 de 0,90.
hein, en ayant appris sur 80% des plots et en ayant testé ensuite sur 20% des plots. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des technologies qui sont en pleine émergence, que nous, on applique maintenant sur le sunflower, mais on applique également sur les fraises, sur les tomates, sur différents cas d'usage comme ça, pour arriver à prédire un trait, hein, en se basant sur un apprentissage précédent. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là et je suis à votre disposition pour toutes vos questions sur ces cas d'usage ou d'autres cas d'usage qui pourraient vous intéresser. Merci Bruno. Est-ce que certains ont déjà des questions? Ou alors on pourra revenir hein, à la fin de la présentation pour les questions. Mais s'il y a des questions à chaud, est-ce que certains veulent prendre la parole? Et moi, je vais commencer pour et lancer comme la première, c'est toujours la plus compliquée. Merci Bruno pour la présentation. Moi, j'avais une question sur vos bases d'apprentissage. Tu as dit, ben, qui dit IA, dit principalement, il faut avoir des bases labellisées et savoir le faire. Ça, c'est une IP que vous avez vous, que vous avez chez vos clients, que vous construisez dans le cadre de projets européens. Comment vous faites un peu tu as montré par exemple celle des épis, là, sur les épis. Alors, j'ai oublié le nom de la maladie, mais voilà. Comment concrètement vous faites ça dans votre entreprise ou avec vos clients? Alors, on a différentes, en fonction, on utilise différentes voies. Alors là, une des voies justement sur les épis, ça a été de monter un grand challenge avec différentes universités dans le monde, hein, puisqu'il y a eu à peu près 190 chercheurs qui ont répondu présent et qui ont eux-mêmes photographié des épis et détecté, je dirais, les différentes maladies qui pourraient et annoter ces images. Donc, on se retrouve avec des bases d'images d'épis, mais avec des variétés conséquentes qui ont évolué dans différentes régions, d'accord? Et je crois qu'on est à une dizaine de millions de photos annotées, comme ça, d'épis. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que l'on mène hein, en collaboration avec ces universités. Ensuite, dans des choses beaucoup plus précises et qui sont peut-être sur des marchés un peu plus de niche, là, on s'appuie typiquement, par exemple, sur le botrytis, hein, sur les raisins de Champagne. On va s'appuyer sur les experts de la filière qui eux-mêmes, hein, on va leur mettre à disposition des outils d'annotation qui vont leur permettre d'annoter des images et qui peuvent justement détecter des symptômes ou des choses qui vont être différentes en fonction du millésime. Typiquement, par exemple, c'était il y a 2 ans, le raisin n'avait pas bien véré, d'accord? Et donc, l'algorithme détectait du botrytis là où en fait c'était juste un problème de couleur. Eh bien, les experts de ces filières ont réannoté des images, on a réentraîné les modèles et 2 heures après, le modèle a pris en compte ce phénomène. Voilà. Donc, et puis parfois, ben, c'est nous qui annotons hein, des images parce que le client n'est pas à même de le faire. Donc, c'est nous qui annotons ces images ou on fait appel à de la sous-traitance parfois. Merci, c'était très clair. Et Merci. effectivement, ça veut dire que c'est à la fois une connaissance générale et une connaissance propre à votre boîte. Excellent. Voilà, tout à fait. Alors, ce que je Alors vous du coup, propose... ouais, Ah, pardon. juste s'il n'y a pas d'autres, il y a pas d'autres questions là, j'ai posé la première, c'était la plus dure. N'hésitez pas. N'ayez pas peur de les poser, soit sur le chat, soit effectivement en prenant le micro, chose On que vous va... pouvez faire sans aucun souci. On peut peut-être passer à à la deuxième présentation. On reviendra peut-être à des questions qui viendront au fur et à mesure. Euh, si tout le monde est d'accord. Jérémy, donc de la société Abellio, va maintenant nous présenter un sujet autour de l'irrigation en grande culture, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, c'est bon, on t'entend. Et je te Merci, laisse partager ton écran si tu as ça des marche. slides. Donc merci pour cette petite introduction. Hop, je vous laisse. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors oui, mais en petit. En tout cas, pour moi, Ouais, c'est en moi aussi, petit. moi aussi je le vois en petit. Alors attends, pas génial ça. Ouais, peut-être c'est ça là. Ajuster la page ou quelque chose comme ça.
Bah, 100%, ça devrait être bien, non? Ça Je fait, fais une ça dernière, fait. je fais une dernière tentative et après je vous le laisserai un petit malheureusement, je suis désolé. Ok, non mais j'ai que ça, hein. Fenêtre, automatique. Hop. Ah, c'est bon là. Bon. Ah Je vais non. vous le passer, je vais vous le passer comme ça sera moins beau, mais au moins vous l'aurez en taille conséquente. Allez, Bon, on te désolé laisse la parole pour 15-20 minutes. super. Bon, mais bon, pour commencer, donc, comme l'a dit Mathilde, moi je représente Abellio. On est une entreprise créée en 2018, c'est actuellement basé à Toulouse. Un peu à l'image de AFN, on est maintenant une trentaine de collaborateurs, donc majoritairement en intelligence artificielle, vu que c'est notre cœur de métier à la base. Ce qu'on propose chez Abellio, nous, c'est on essaie de faire une solution clé en main pour un peu adresser toutes les problématiques rencontrées par les agriculteurs et comment on peut les résoudre grâce à des nouvelles technologies. Donc, toutes ces nouvelles technologies, elles vont s'adresser autour de plein de moyens de récupérer des données. Donc, on va avoir des drones, des satellites, mais aussi des modèles agro-météo, des stations météo connectées, plein de modèles d'intelligence artificielle. Et le but, c'est de les réunir en une seule plateforme pour qu'elles soient facilement utilisables. Tous ces résultats, on essaie de les rendre dans le format le plus clair et le plus opérationnel possible. Clair, c'est-à-dire que, bah, on n'a pas forcément, comme vous le savez, affaire toujours à un public, hyper technophile et donc c'est hyper important pour nous et pour tout le monde, je pense, de rendre des résultats qui sont faciles à comprendre et à utiliser. Et par opérationnel, on entend des choses qui sont vraiment adaptables au terrain. Donc, de pouvoir intégrer via nos interfaces de la connaissance terrain, mais aussi de rendre des fichiers, par exemple, automatiques pour les consoles agricoles, pour tous les matériels qui sont déjà connectés et que les agriculteurs ont déjà chez eux. Euh, le but, in fine, de tout ça, bon, c'est pas de faire de la techno pour faire de la techno. Le but, c'est d'aider les agriculteurs en réduisant leurs coûts, en optimisant leur temps de travail et en essayant de tirer leur rendement et leur qualité vers le haut, quoi. Euh, pour faire tout ça, bah, on s'est pas construit tout seul. Malheureusement ou heureusement, je sais pas comment il faut le dire. On s'est basé sur beaucoup de partenariats, sur des organismes qui avaient de la connaissance, surtout en agronomie, un secteur où, bah, en 5 ans, on peut pas tout révolutionner. Donc on est partenaire avec AgroPurpan à Toulouse, mais aussi avec des gros organismes comme Arvalis. On bosse aussi avec le CTIFL et Terrinovia, et cetera. Donc beaucoup d'acteurs qui nous ont aidés à nous construire autour de l'agronomie. Et l'avantage qu'on a, en étant encore petit, c'est que, bah, justement, on est très branché sur les nouvelles technologies, donc l'IA, mais on est capable aussi de pivoter et de co-construire des offres très rapidement. Quels sont les services qu'on propose, nous, chez Abellio? On les distingue en 4 grandes familles. La première grande famille, ça va être la partie engrais azoté. Donc pour ça, on se base un peu sur des images de drones, mais essentiellement sur de l'image satellitaire. Et là, avec des modèles d'intelligence artificielle, on va convertir les images prises depuis des satellites pour, euh, pour calculer des données phénologiques des plantes et de pouvoir bah, choisir quelle est la bonne dose à mettre au bon moment, au bon endroit, l'adage de l'agriculture de précision. On va aussi faire de la détection d'adventices, qui est le deuxième volet. Donc là, plutôt par drone, et ça se rapproche beaucoup de ce que a pu nous présenter Bruno juste avant. Donc avec des drones, on va faire la détection d'objets sur des images. Il a un peu expliqué le processus technique. Et donc ça va nous permettre deux choses, soit de faire des adventices génériques. Là, on va pouvoir détecter sur une parcelle toutes les adventices et pour pouvoir faire une carte de modulation à ne traiter que aux endroits où il y a des grosses densités, etc. Mais on va aussi faire de la classification, donc pour le chardon, qui est une mauvaise herbe qui nécessite un traitement particulier, ou alors le datura, qui est une mauvaise herbe toxique et qui, elle, doit s'épurer à la main. Donc voilà. La troisième grande partie, c'est la partie stade des maladies. Donc on a un peu aussi de prévision de stade phénologique, surtout la prévision de maladies sur les grandes cultures. Tout ça, on s'est basé, et ça a été co-construit avec Arvalis, et enfin, ce pourquoi je prends la parole aujourd'hui, c'est pour présenter l'irrigation. Donc voilà, donc on a un modèle d'irrigation basé sur le principe du bilan hydrique, j'y reviendrai plus tard, mais un peu surclassé avec de l'intelligence artificielle pour adapter les mesures terrain. Donc voilà, le pilotage d'irrigation, le but, Bruno en a un peu parlé également tout à l'heure, il y a la notion de stress hydrique, c'est quelque chose qu'on veut éviter pour les cultures. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à prédire quand la plante va être en stress hydrique, afin d'anticiper un peu ça et de
toujours lui donner la quantité d'eau nécessaire sans pour autant trop arroser, parce qu'on le sait tous, la gestion de l'eau dans les exploitations agricoles, c'est de plus en plus contraignant et c'est surtout l'un des enjeux majeurs de demain pour l'aspect agroécologie. Donc, nous, on va dire la présentation un peu plus générale de notre bilan hydrique. Donc, on a un bilan hydrique basé sur le bilan hydrique Arvalis. Donc, encore une fois, on n'a pas réinventé l'agriculture. C'est des gens qui savent mieux le faire que nous qui l'ont fait avant. Mais on y intègre des données satellitaires, un peu à l'image de la fertilisation, et de l'intelligence artificielle pour pouvoir sortir du modèle agro pur et y intégrer des mesures terrain pour être le plus proche possible de la réalité. En plus de ça, on s'adapte aussi aux contraintes opérationnelles. Comme j'ai dit, c'est de plus en plus contraignant, toujours dans cette notion d'économisation d'eau. Donc on va prendre en compte plein de petits critères que l'agriculteur, auquel il doit se confronter pour pouvoir donner une date prévisionnelle, non pas d'entrée en statistique, mais surtout de début d'un tour d'eau pour pouvoir organiser le déplacement de son matériel et l'optimisation du lancement de son tour d'eau. Dernier point, toujours dans une notion de compatibilité et de précision terrain, on s'est interfacé avec beaucoup de constructeurs du marché des stations connectées, pardon. Donc, bon, en France, on connaît surtout Winat et Sencrop, qui sont les deux plus gros acteurs du marché, mais on va aussi avoir des partenaires comme Meteus, comme AgroExact, qui n'est pas cité ici. Grâce à ces stations connectées qui sont posées sur les exploitations agricoles, on va pouvoir récupérer les données mesurées et ça va rendre notre modèle beaucoup plus précis par rapport à ce qu'il pourrait être avec de la météo standard type Météo France. Donc le bilan hydrique, je vous en ai un peu parlé. C'est assez simple en fin de compte. L'idée, c'est de se dire que le sol, c'est un réservoir. Et donc, on va avoir des entrées d'eau et des sorties d'eau. Donc, ce réservoir, ses caractéristiques, elles sont calculées en fonction de la connaissance du terrain. Le type de sol, soit de manière très, très basique, on va dire, en disant j'ai un sol de type argileux plutôt profond, ou alors on va être capable d'intégrer des vraiment mesures de potentiel de sol. Donc voilà, ça va nous donner un peu les caractéristiques de notre réservoir. Et ensuite, toutes les entrées et les sorties d'eau. Les entrées d'eau, ça va être globalement la pluviométrie et les irrigations qui doivent être enseignées par l'utilisateur. Mais on va aussi avoir toute une tas de sorties d'eau, et c'est là que justement notre intelligence artificielle intervient. C'est-à-dire qu'on va calculer l'évapotranspiration. On va aussi pouvoir voir quand il y a des fortes pluvieux, on va voir le ruissellement, etc. Et ça va nous permettre de faire le bilan, tout simplement, entre toutes ces entrées d'eau, ces sorties d'eau, et voir où est-ce qu'on en est dans notre réservoir. Donc voilà, en quoi notre modèle il est enrichi par rapport à un modèle agronomique pur qui va juste compter les entrées et les sorties d'eau. Ça va être le calcul de la consommation qui sera plus précis que juste avec un coefficient culturel. Pour ça, l'intelligence artificielle, elle intervient 2 fois. La première fois, ça va être pour transformer les images satellitaires en données physiologiques des plantes, qui vont nous permettre d'estimer d'une part la surface foliaire, qui est grandement liée à la consommation d'eau de la plante, mais aussi ses stades phénologiques qui pourront alimenter notre modèle derrière. Et donc de ces données-là, du stade phénologique et de la surface foliaire, en plus de l'évapotranspiration mesurée, on va pouvoir déduire la consommation précise de la plante, encore une fois avec un de nos modèles. Donc ça, c'est le premier point pour lequel on a besoin du satellite. Le deuxième point, c'est qu'on va aussi pouvoir faire une modulation intraparcellaire. C'est-à-dire qu'il y a des zones de la parcelle qui vont plus ou moins consommer. Bon, malheureusement, les agriculteurs aujourd'hui ne sont pas encore équipés de pivots d'irrigation, ou alors très peu, qui permettent de moduler intraparcellairement l'eau apportée. Mais ça va nous permettre de générer 3 modèles, on va dire, qui vont se caler sur certaines zones de la plante. Si jamais l'agriculteur n'a pas beaucoup de contraintes et il veut tirer son rendement vers le haut, il va pouvoir se caler sur les parties de la parcelle qui ont la plus forte consommation en eau, pour être sûr de rien manquer. Si au contraire, en termes de quota ou en termes de carence, il est un peu juste, il va pouvoir se baser sur les parties de la parcelle qui consomment le moins. Et donc voilà, ça va nous donner trois niveaux de consommation d'eau et donc 3 bilans derrière qui en découlent. Je vous ai un peu parlé du satellite. L'une des grosses nouveautés chez nous de cette année, c'est l'intégration de Planète, qui est
qui est une constellation satellite, en plus de Sentinel, donc qui est aussi portée par l'Agence spatiale européenne. Et donc l'intégration de cette constellation, ça nous donne 2 gros points forts. Ça va être de 1, la fréquence de revisite qui est beaucoup plus élevée. Sentinel, on est de l'ordre de 5 jours, et s'il y a des nuages sur une parcelle, bah, pas de bol, il faut attendre 5 jours. Avec Planète, on est quasiment sur une fréquence quotidienne, donc on n'a plus aucun problème de couverture nuageuse. Et le deuxième point fort de Planète, c'est sa précision au sol. C'est-à-dire qu'on a une précision beaucoup plus fine, et donc dans le découpage d'une parcelle, ça va être un gros point fort pour nous. Je vous le passe rapidement, mais tous ces résultats, ils sont disponibles sur 2 plateformes pour nous. On a une plateforme web plutôt à la destination des techniciens services ou alors des gros gestionnaires qui vont avoir beaucoup de parcelles à gérer en même temps. Là, on l'aperçoit, si vous zoomez avec vos yeux, en plissant les yeux, je pense que vous verrez un peu. Donc, c'est par exploitation, par parcelle, on va avoir un petit récap de la prochaine date d'entrée en stress, le statut d'une parcelle brièvement, quand est-ce qu'il faut irriguer, pourquoi. Mais on peut aussi avoir un détail sous forme de graphique un peu plus connu. Et on a également une plateforme mobile. Donc, on repère le petit graphique en bas, celui dont je vous parlais juste avant. La plateforme mobile, elle va être plus être à destination des agriculteurs. Le but, c'est pour eux qu'ils aient une solution de visualisation de leur modèle d'irrigation dans leur poche, disponible 24 heures sur 24 et au quotidien. Voilà, j'ai un peu été vite, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez des contacts utiles pour poser des questions aux personnes concernées chez nous, je vous les mets sur cette slide. Merci Jérémy pour cette présentation. Est-ce que on a le temps de prendre quelques questions? Est-ce que certains en ont? Sinon, je repose la même question, c'est comment vous trouvez vos données d'apprentissage? Oui, tout à fait. Je vais arrêter mon partage. C'est bon, je Alors, t'ai. nos données d'apprentissage, donc, on s'est basé, comme je l'ai dit un peu au début, mais sans doute brièvement, on a beaucoup de partenaires dans le monde agricole qui ont beaucoup d'expérience en termes de données, mais aussi de modèles agronomiques. Donc, j'ai parlé d'Arvalis. Pour l'irrigation, je ne sais pas si ta question, Simon, concerne plus l'irrigation ou tous nos modèles en particulier, Ouais, en général. de façon générale, mais après, tu peux faire, comme tu as parlé d'irrigation, ouais, sur Ouais. l'irrigation, c'est Bon, intéressant. Hein. pour l'irrigation, les modèles d'irrigation, c'est surtout porté par Arvalis. Donc là, pour la partie bilan hydrique pur, et après pour la partie satellitaire, on s'est aussi basé sur les modèles qui existaient déjà en open source de l'ESA, par exemple. Voilà. Et pour la partie drone, j'ai un peu évoqué sur la détection d'adventices. Il faut savoir que nous, on a développé notre propre drone et notre propre capteur. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas eu de données au début pour se lancer, et il a fallu faire l'acquisition nous-mêmes. Donc, force de nos maintenant 6 ans, et Grégoire, le fondateur, qui avait commencé à faire des vols de drone avant, on a maintenant 6 ans, et avec des annotations personnelles et un peu de sous-traitance, on commence à avoir notre batch d'images. Ouais, donc vous avez bâti votre propre finalement modèle, vos propres annotations, et ainsi de suite, qui est souvent comme ça qu'effectivement il faut commencer. Ouais. Ça dépend. Pour le drone, c'est le cas. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien alors, on va passer à notre troisième présentation. Pardon Mathilde, j'avais une question. Vas-y, Ludo, vas-y. Désolé, je suis en voiture, désolé, c'est un peu compliqué, j'ai réussi à suivre. J'avais une question pour Abelio, c'était est-ce que dans la partie régulation, ils intègrent aussi de la commande à partir de, que ce soit d'IA ou pas, de la commande d'irrigation, c'est-à-dire qu'à contrôler les installations, etc. Alors, je ne l'ai pas présenté, mais oui, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Bon, il y a deux réponses en 2 parties. Partie 1, ceux qui ont la possibilité d'être commandés avec des outils dernière génération. Là, on est en train de travailler pour pouvoir connecter ces matériaux-là. Et en deuxième partie, je ne sais pas si je devrais en parler, mais on a pour but de créer un produit connecté qui viendrait se plugger sur les outils d'irrigation qui ne sont pas connectés, justement, pour pouvoir les rendre tous commandables à distance. Voilà. Ok, merci. Je ne poserai pas plus de questions sur ce produit secret. Pas de souci. J'en sais moi-même pas tant que ça.
Ah, c'est plus secret, Merci maintenant la beaucoup. planète entière le sait. Non, mais je dis ça, c'est quelque chose sur lesquels on va faire de la R&D. Je sais pas si ça sortira un jour dans le commerce, mais en tout cas, on va essayer. Merci Jérémy pour ces précisions. Et puis, je vous propose du coup d'écouter Simon maintenant, donc de Flutiliant, qui va nous parler de pilotage de processus adapté à la filière, si j'ai bien lu. Exactement, merci Mathilde. Et alors, moi, je vais vous proposer de revenir sur la partie plutôt de data, puisque vous verrez que je parlerai un peu moins d'IA. Et par contre, on va aussi parler de semences, puisqu'on va prendre un cas d'usage qui est dans une coopérative semencière. Avant de commencer, peut-être, je suis curieux de savoir ceux qui ont déjà participé au Cap numérique, parce que j'avais commencé cette présentation dans le cadre du Cap numérique, et là, je voudrais la faire un peu plus technique. Donc, est-ce que vous pouvez, avec vos réactions sur Zoom, peut-être me mettre un petit truc vert, une petite coche verte si vous étiez là, et rouge si vous n'étiez pas pendant le Cap numérique. Comme ça me permettra d'adapter et d'aller peut-être un peu plus vite sur la partie générale de la présentation et me focuser plus sur la partie technique. Et pendant que vous répondez à cette question, j'ai juste rapidement présenté Flutiliant. Donc nous, on a un éditeur intégrateur d'une plateforme Smart Data qui est destinée aux PMI, ETI, collectivités. Smart Data, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Big Data, vous connaissez beaucoup, mais ce que je constate, c'est que dans beaucoup de PME, d'ETI, on a des données, mais pas des énormes volumes de données. Et donc, on a besoin de solutions adaptées à ce monde-là, où il faut être finalement plus efficace que dans un Excel, mais on n'a pas forcément des budgets pour déployer des solutions dignes de très grands comptes. Et donc, le Smart Data consiste à faire ça, c'est-à-dire à utiliser des principes qui sont ceux d'aller capter des données depuis plein de sources différentes, de les traiter, les modéliser de façon automatique, avant de pouvoir les restituer de façon adaptée à un contexte métier. Et donc, c'est ça qu'on fait chez Flutiliant. Donc, on a développé une plateforme qui va permettre de produire des indicateurs, des graphiques, des visualisations à partir de données qui sont déjà présentes quelque part. Quelque part, ça peut être issu d'objets connectés, de logiciels métiers, de fichiers Excel, évidemment. On va les processer et faire des interfaces, soit de pilotage, soit de la décision, pour aider les collaborateurs de l'entreprise à mieux comprendre ce qui se passe, comment évolue leur processus pour finalement aider leur prise et aider et assister leur prise de décision. On a deux grands domaines d'application. Un domaine finalement assez simple, on vient automatiser des tableaux de bord réalisés sur Excel pour faire du pilotage RH, du pilotage commercial. Et puis, c'est ce vers quoi on va se projeter aujourd'hui, dans des process métiers un peu complexes, amener finalement un next step à ce qui peut exister dans les organisations, qui est souvent basé sur Excel, et amener des interfaces collaboratives de restitution un peu plus avancées des données métiers des organisations. Donc, au contraire de mes deux précédents collègues, nous, on n'est pas spécialisé dans le monde agri-agro, on est spécialisé dans le traitement et la restitution de données. Et donc, je vais vous présenter un cas d'usage qu'on a pu développer pour le compte d'une coopérative semencière. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu. Voilà, je vois quelques rares personnes ont participé au Cap numérique, qui était aussi un enjeu de restitution de cas d'usage. Là, le focus de cette factory étant d'être un peu plus technique, je vais passer vite sur la partie cas d'usage pour rentrer un peu plus dans la partie technique et ce qu'on a appris, ce qu'on a pu faire derrière. Donc du coup, le contexte, c'est une coopérative semencière. Donc l'objectif, c'est effectivement de fabriquer des graines à des fins de les vendre. C'est une activité qui s'exécute à l'échelle de la planète entière, notamment pour bénéficier en fait des climats favorables sur différentes raisons. On a aussi bien en Australie, Nouvelle-Zélande qu'en Europe qu'en Amérique du Sud. Et avec des enjeux d'aléas, que ce soit de transport, de production, des aléas climatiques assez importantes. Et donc, notre objectif pour cette coopérative, c'est essayer de digitaliser et d'améliorer leur processus SNOP. Donc, rapidement, le processus SNOP, c'est quoi? C'est Sales and Operations Planning. Donc, c'est un processus qui consiste à aligner finalement les capacités de production avec les objectifs de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des coopératives semencières, donc une semence qui est vendue aujourd'hui aux agriculteurs, pardon, elle a été produite sur une période d'environ 5 ans. Un peu moins, 3 ans pour certaines espèces comme le maïs, le tournesol qui changent un peu plus vite. Et donc quelque part, ça veut dire qu'il faut qu'à tout moment, on soit en capacité de se projeter sur des perspectives de vente à 3 ans et en même temps des capacités de production sur les 5 dernières années. Tout ça dans un contexte
où on a plusieurs stades de semences. Je fais simple, hein, mais pour ceux dont c'est le métier, hein, on commence par planter une graine qui en fait 10, puis 10 qui en font 100 et ainsi de suite. Donc il y a des multiplications avec évidemment un certain nombre de paramètres, peut-être d'ailleurs captés par ce fameux phénotypage dont tu parlais, Bruno, tout à l'heure. Ça n'a pas été notre scope de travail. Chez ce client-là, on était sur un contexte dans lequel on avait 4 étapes de production. Donc, on s'est focusé dans un premier temps sur des variétés fourragères, donc beaucoup de variétés, plus de 500, une gamme de produits assez vaste, à peu près le double. 4 étapes de production, donc depuis la R&D, les semences de base, enfin les pré-bases des semences de base, puis ce qu'on appelle les R1, les semences commerciales, avec à chaque fois des capacités soit de production en interne, soit d'approvisionnement, et des ventes de produits qui sont parfois simples, juste la graine, ou composés. On fait des assemblages de graines pour répondre à des enjeux de biocontrôle, d'amélioration de la qualité, ou tout simplement parce que c'est ce qu'on veut faire quand on fait du fourrage. Ce qui est important de voir, c'est quoi? C'est que ils avaient commencé finalement à faire tout ce travail-là de modélisation de ce processus sous Excel. Ça ne vous échappera pas, dans beaucoup d'organisations, Excel reste la clé, la boîte à outils connue par un grand nombre de personnes, qui est un bon outil de prototypage, à la fois de saisie et de début de restitution de données, mais avec des vraies limites. Autrement dit, les limites classiques que l'on trouve, hein, puisque c'est ce qu'on fait nous chez Flution, c'est quoi? C'est beaucoup d'onglets, beaucoup de données, une restitution finalement assez complexe à faire de manière poussée. Et puis rapidement, un problème de collaboration, de temps de chargement, d'avoir une personne qui maîtrise l'ensemble des formules d'un fichier Excel, pas mal d'erreurs et donc des difficultés. Et néanmoins, un vrai asset, hein, qui est la modélisation de ce processus, puisque ça, c'est une compétence en général très spécifique aux organisations, à adapter au fur et à mesure du temps, et qui est finalement assez importante et qui est notamment modélisée là-dedans. Donc, ce qu'on a pu faire, nous, en travaillant avec ce client-là, c'est de modéliser son processus pour amener des interfaces web plus faciles d'accès, qui vont amener beaucoup de valeur ajoutée dans l'aide à la saisie. C'est ce que vous voyez notamment en bas avec des enjeux qui étaient assez importants, notamment sur la partie capacité de production, besoins additionnels attendus par les étapes suivantes. Et tout ça en un seul et même endroit, et directement compréhensible, j'irai par des gens qui pratiquent ce métier-là au quotidien. Évidemment, c'est pas accessible aux néophytes, que peuvent être des gens comme moi qui, au départ, ne connaissaient rien à la production de semences. Et évidemment, on amène derrière tout un tas d'interfaces qui permettent de faciliter le pilotage, la compréhension du processus, les objectifs et ainsi de suite. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse et qui auraient plus de questions sur les attendus en termes d'usage, déjà, je vous encourage à aller voir la présentation YouTube où j'ai passé quasiment un quart d'heure, 20 minutes à présenter ça. Mon enjeu aujourd'hui, c'était plutôt de vous faire un retour d'expérience sur ce que ça a apporté et surtout comment on a fait ça. Donc, peut-être un peu plus sur ce qu'a amené la digitalisation en 4 points. Premièrement, c'est avoir des calculs beaucoup plus robustes, hein. On sort des problématiques d'Excel et des erreurs de calcul. Amener du collaboratif, ça c'est extrêmement important, et c'était une volonté forte dans l'entreprise que de responsabiliser chacun des métiers qui étaient impliqués dans ce processus-là et qui aujourd'hui est utilisé jusqu'en COMEX. Pour rien vous cacher, et on continue de travailler fortement avec ce client-là. Jusqu'à présent, il y avait d'un côté le process SNOP, de l'autre côté le process budgétaire. Aujourd'hui, il a été acté suite à la mise en place de cette plateforme que les chiffres issus du SNOP, donc les données issues du SNOP, devaient être la base budgétaire. Et donc, il n'était plus question d'avoir en COMEX des chiffres budgétaires qui étaient décorrélés de ceux qu'on avait dans le SNOP, puisque c'est deux process qui évoluaient en parallèle dans cette entreprise. Preuve que finalement, la digitalisation les a aidés là-dessus. Plus concrètement, on a fait un certain nombre d'optimisations financières sur le surstock. Et c'est un projet qu'on a déployé assez rapidement. Donc ça, c'est parce qu'on a la technologie, mais aussi parce qu'il y avait une base de départ qui était assez importante. Les projections futures, j'y reviendrai un peu plus tard. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est plonger un peu plus dans la vision technique, puisque comme vous l'avez dit, c'était un peu le sens de mes questions que j'ai posées à mes prédécesseurs, c'est que des projets data, c'est quand même assez complexe à mener. L'objet de cette factory, c'est essayer de vous amener aussi quelques enseignements, quelques clés techniques et opérationnelles pour vous aider à vous lancer dans ces projets-là, que ce soit de data, d'IA,
et faire en sorte qu'on rentre un peu plus dans la technique, même si on ne va pas rentrer dans des lignes de code. Donc, j'essaie de décrire, d'illustrer un tout petit peu, mais je vous avouerai que c'est assez complexe à faire, pour dire finalement quelles ont été les choses qui ont été importantes et celles qui ont été plus complexes, celles qu'on a bien traitées, celles qu'on a moins bien traitées, de telle sorte que ça vous aide à, voilà, à vous ouvrir un petit peu les chakras pour mener de tels projets dans vos boîtes. J'ai 3 slides, une première sur la partie architecture, une deuxième sur plutôt la partie comparative par rapport à Excel, et puis une troisième sur l'utilisation dans le futur. D'accord, donc je vais reprendre rapidement là-dessus, ça vous donne un petit peu le déroulé de ce que je vais porter. La première chose dans ces types de projets très orientés sur des données, hein, parce que vous l'avez compris, on a énormément de données qui sont toutes les prévisions, pour faire simple, hein, toutes les prévisions qui sont faites et puis tous les calculs qui sont faits à partir de ces données. La première chose qui est importante, c'est de bien définir son objectif. Je vous l'ai dit, le processus SNOP, c'est un processus qui est par essence même de prévoir l'imprévisible, donc le futur, des aléas et ainsi de suite. Mais néanmoins, on a des objectifs. Et à partir du moment où on définit bien ces objectifs, on peut bien définir l'utilisation des données et les données qui vont être utiles, non utiles, et finalement mettre du focus là-dessus. Ce qui était important pour ce client-là, c'était quoi? C'était la gestion du stock, parce qu'effectivement, ils pensaient qu'ils étaient en rupture de stock assez souvent. Dans les faits, ils ont découvert qu'ils étaient plutôt en surstock sur un certain nombre de variétés. C'est, d'identifier, des capacités ou des incapacités de production sur certaines variétés et puis de bien se positionner sur un périmètre temporel. Pourquoi c'est important? Parce que l'objectif d'un SNOP, c'est de se projeter à 5 ans et c'est pas de traiter, qu'est-ce qui doit se passer, sur la récolte de juin et est-ce qu'on va arriver à bien livrer nos clients en juin et tout ce qui fait le quotidien d'une entreprise, qui perturbe le rôle des directeurs de production, des directeurs de logistique, voire des personnes en charge du suivi des agriculteurs, et qui peut parfois, gêner, en fait, cette projection à long terme. Et donc le fait que, le client ait réussi à bien cadrer ça, ça nous a permis aussi, d'un point de vue projet, de se dire: «Bah non, ce sujet-là, on ne va pas le traiter». Par exemple, je vais prendre un exemple très concret, quand on doit produire un certain nombre de tonnes et de sacs de mélange de variétés, ben, on a l'autorisation, il est autorisé de remplacer certaines variétés par une autre, d'un point de vue opérationnel, parce qu'on n'a pas les stocks, parce qu'elles n'ont pas encore été récoltées ou traitées et on peut faire ça du moment qu'on respecte un certain nombre de critères. Et donc faire ce choix-là, au quotidien, ben, c'est le rôle de l'équipe de production de logistique. Par contre, se projeter à moyen terme, de dire: «Tiens, telle variété de luzerne, je n'en ai pas, je vais pouvoir la remplacer par telle autre, à une échelle macroscopique d'une année», bah, c'est ça qui permet d'aligner un plan de SNOP. Et donc accepter qu'on ne va pas traiter les problématiques quotidiennes versus ceux du long terme, bah, ça nous a beaucoup aidé dans la mise en place de ce processus. Le deuxième sujet, c'est que, ben, on est là sur un processus qui est très complexe, qui est en amélioration continue tout au long du temps, qui nécessite beaucoup de calculs et donc avec lesquels un certain nombre d'approximations. Et donc accepter ces approximations, accepter le fait qu'on ne soit pas précis au kilo ou à la tonne près à 5 ans, ben, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est pas parce qu'on est dans le monde digital que tout va être déterminé et su à l'avance. Non, il y a dans le sens même quelque chose qui est important. Ces deux points-là me paraissent importants et un critère de réussite assez fort de ce projet de data parce qu'à aucun moment, l'objectif, c'était de dire, tiens, on veut arriver exactement sur les prévisions au kilo près de ce qu'on va faire. Non, on est sur des ordres de grandeur et sur des précisions cohérentes avec le périmètre du modèle, le périmètre du projet. Le deuxième sujet qui me semble important de présenter, c'est la notion de modèle de données. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça qui va permettre à tout le monde de bien partager l'information sur un processus complexe. On est ici sur un modèle de données assez simple, finalement, avec des variétés qui ont un certain nombre de caractéristiques, des produits qui sont un assemblage de variétés qui vont être destinés à être vendus, mais finalement, dans lequel nous, on a amené la force et la souplesse de ce que peut amener un modèle, ce qu'on dit NoSQL, donc c'est-à-dire déstructuré. Autrement dit, on va rajouter un certain nombre d'informations au niveau de ces variétés des produits qui vont permettre d'accélérer les calculs, les affichages et d'éviter un peu les limites qu'on peut avoir dans des modèles SQL très éclatés. Qui sont de légion, on va dire, dans des visions plutôt ERP des choses versus une vision d'application de data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous prenez une information, vous avez directement toutes les informations liées à ça, que ce soit les paramètres de la variété, tous ces calculs ou tous ces états intermédiaires et ça va être quelque chose d'important. La deuxième chose qui a été importante, c'est qu'on a
ajouté une notion assez intéressante, c'est celle de calcul intermédiaire, qui sont toutes les étapes de chacun des calculs qui vont être utilisés à la fin. Je prends un exemple assez simple. Un des objectifs du processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de calculer les besoins additionnels nécessaires pour répondre aux ventes. Autrement dit, si on veut vendre 100 tonnes d'un produit A, j'ai besoin l'année avant de produire 50 tonnes de la variété, la génération SB, puis la génération d'avant 20 tonnes, par exemple, en fonction effectivement des capacités de production. Et donc, pour faire ça, si je veux vendre 100 tonnes, si j'ai une espèce, par exemple, pérenne, c'est-à-dire qu'elle va produire des semences pendant plusieurs années, en fait, les 100 tonnes que je vais récolter sur une année, c'est le fruit des semis qui ont été faits sur les 5 précédentes années. Et donc, tout ça, toutes ces informations-là, je vais les stocker de façon intermédiaire, de façon calculée. Je ne vais pas faire des calculs sans arrêt. Et donc, je vais savoir les tonnes de variétés ou de graines qui sont issues des semis de l'année précédente, des 2 années précédentes, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on l'a généré, on l'a calculé. Donc là, pour le coup, ça commence à générer un nombre de données assez importante, mais ça va être utile pour l'ensemble des calculs. On va pouvoir se brancher aux différentes étapes des calculs, également pour les représentations graphiques. Et à l'inverse, l'impact de ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met en place ces notions-là, dès qu'on change une prévision, puisque vous avez vu le processus SNOP, c'est de dire je vais m'engager à produire, admettons, 50 tonnes de telle variété sur telle génération. Dès qu'on fait un changement, ça génère un nombre de calculs assez important. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à accepter la complexité du processus, d'accepter que ce calcul-là va prendre un certain temps, mais qu'en même temps, ça reste utilisable pour des gens qui sont sur l'interface, qui modifient cette prévision-là et qui voient l'impact du changement de leur prévision. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire, comme on est sur un processus qui est à la fois montant et descendant, donc montant vers les capacités de vente, descendant sur les besoins en termes de production, de faire bien attention aux conditions de terminaison, de faire attention aux interactions avec les bases de données qui peuvent rapidement être très surchargées, et que le choix de la déstructuration des données, il peut avoir un impact sur la cohérence des données en tant que telles, puisque si on vient modifier une donnée importante, il faut la répliquer sur l'ensemble de la base. Donc là, on est sur effectivement la compréhension que ce choix d'architecture qui a des avantages a aussi quelques inconvénients auxquels il faut faire attention et qui génèrent des nombres de calculs et des stress sur les machines assez importantes. Donc, comment on répond à ça? Tout simplement, faisant beaucoup de tests, en effectivement identifiant correctement les processus, et puis en mettant un peu plus de puissance de calcul quand ça est nécessaire. Je vous ai montré ici quelques exemples un petit peu de comment on documente tout ça, puisqu'évidemment, vous l'aurez compris, ce processus est complexe. On était chez un client qui avait modélisé ça sous Excel, mais n'avait pas forcément documenté. Donc, dans la mise en place de ce projet, on a aussi utilisé ce projet avec le client pour documenter leur processus de modélisation, et notamment de traiter tout un cas de cas particuliers, de terminaison de processus, de cas aux limites quand on a plus de stock, quand on a trop de stock, quand on vient avoir des rebuts ou des aléas qui viennent perturber les prévisions. De traiter tous ces cas-là, c'est la grande force selon moi de la digitalisation et de l'industrialisation, c'est que on finit par traiter l'ensemble des cas qui peuvent arriver, non pas dans l'absolu, mais quand ils arrivent vraiment et quand on voit des incohérences sur l'interface. Donc il y a aussi une approche pragmatique assez importante. Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est la force et la faiblesse de cette digitalisation versus Excel. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'Excel est mieux, mais force est de constater qu'il y a quand même quelques avantages qui perdurent, et par contre que ça implique un changement opérationnel assez important. Donc, les premiers gains évidents, c'est la robustesse, réduction des erreurs, des cas aux limites, je l'ai dit, des facilités d'accès aux informations, j'en ai longuement parlé dans ma première présentation, mais le fait de permettre à un grand nombre de personnes d'accéder aux informations en temps réel sans savoir si on a la bonne version, le bon niveau d'information, ainsi de suite, tout ça, c'est une vraie force d'Excel. On apporte, et inversement, par rapport à Excel, on va perdre, je dirais, en termes de souplesse. Alors évidemment, pour l'utilisateur d'Excel, et je me positionne là vis-à-vis de l'utilisateur expert du fichier Excel en question, qui est celui qui finalement perd le plus dans cette étape de digitalisation, au bénéfice évidemment des dizaines d'utilisateurs qui sont derrière sur la plateforme.
Donc, si je regarde un peu qu'est-ce que cette personne-là qui était responsable du processus, hein, il n'y en avait qu'une en l'occurrence hein, sur ce client-là, pour une boîte d'à peu près 450 personnes, donc c'est quand même un peu un point limite. Mais la première chose, c'est que les recalculs, ils sont beaucoup plus complexes dans cette partie, dans cette vision digitalisée, puisqu'on a généré beaucoup plus de données. Donc, dès qu'on vient modifier un certain nombre de paramètres, que ce soit de performance, de prévision, on a des temps de traitement qui sont un peu plus longs. L'adaptation des cas aux limites, ça nécessite effectivement de bien y réfléchir et non pas de tester et de dire je verrai ça plus tard. Et je dirais peut-être le point le plus important dans la perte de souplesse, c'est l'évolution des stratégies de calcul. Autrement dit, on a modélisé le processus, on a défini un certain nombre de règles de calcul, et le jour où on veut que ces règles-là soient modifiées, en fait, on n'est plus autonome. Il faut passer par notre expertise, on va dire, ou discuter avec les développeurs de l'application pour pouvoir modifier ça. Ou il faut changer sa vision des choses, et c'est ce que je présenterai derrière. Et la vision positive, inversement, c'est que pour le coup, on a pu beaucoup plus facilement intégrer dans une vision comme ça des notions de senior test. Autrement dit, tiens, si je prévois de produire tel ou d'augmenter mes productions de semences de base ou de R1, est-ce que je réponds aux objectifs de vente? Est-ce que je suis en capacité de les produire? Donc, tout ce qui est scénario de test de façon collaborative, c'est vraiment quelque chose qui a été apporté par cette plateforme-là et qui n'était pas possible après. Et le dernier point que je vais mentionner, donc là, qui est ni un plus ni une faiblesse, je dirais, c'est la vision du processus itératif. Clairement, en digitalisant, pardon, beaucoup plus d'acteurs ont été embarqués dans ce processus-là et ont pu s'approprier le processus, ce qui n'était pas le cas quand on était sous Excel. Et le gros changement qui a dû être opéré, qui est d'ailleurs en cours d'opération, c'est vraiment de se réapproprier un modèle de données ou une vision du processus qui est industrialisée. Autrement dit, dans Excel, je maîtrise à peu près l'ensemble de mes formules, l'ensemble de mes calculs, et donc je sais connaître toutes les étapes. Quand on digitalise ça et qu'on utilise des puissances de calcul plus fortes, des notions de calcul intermédiaire et ainsi de suite, on doit accepter qu'on perd un petit peu la maîtrise globale du processus. Elle est documentée, elle est maîtrisée par différents acteurs, mais individuellement, en tant qu'individu, on n'en connaît pas toutes les étapes et on doit accepter qu'il y ait des données qui viennent de l'amont, des données qui viennent de l'aval et qu'on traite ça. Et donc, du coup, ça veut dire aussi que dans son utilisation d'Excel pour améliorer ses calculs, pour imaginer de nouveaux indicateurs, il faut aussi se réapproprier cette nouvelle vision-là des choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple. Et je voulais finir avec cette étape-là. Qu'est-ce que a amené finalement ce projet-là chez nos clients? C'est vraiment de se projeter vers le futur. Donc, la première chose, c'est d'accéder à un historique de données qui n'existe pas sous Excel, hein, très clairement. Toutes les évolutions des prévisions, tout l'historique qui peut exister aujourd'hui, qui est présent, qui est jusqu'à présent encore peu utilisé, il existe. Et donc là, on tombe un petit peu dans ce que peut-être un jour amènera la data avec de l'IA, avec d'autres choses, parce qu'on verra que les quelques scénarios qui sont imaginés, mais que historiquement, quand on regarde, en général, entre les prévisions de production au 1er janvier puis celles au 31/12, on observe une baisse de 10 à 15% des ventes et une amélioration des prévisions de production de 10 à 15%. C'est des choses que l'IA, des premiers tests sur l'IA nous ont montré et qu'on pourrait industrialiser. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on se rend compte que sur ce processus-là, on génère quand même énormément de données et qui génère beaucoup d'interrogations. C'est ce que j'ai appelé la notion de puissant fond. Autrement dit, on peut se projeter, tiens, est-ce qu'il y a 2 ans, par rapport à la réalité de ce que j'observe aujourd'hui, j'étais bon dans mes prévisions? Est-ce que l'an dernier, j'étais bon par rapport aux prévisions actuelles? Donc à un moment donné, il faut quand même accepter qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions et qu'on enrichisse sa connaissance année après année. Typiquement, aujourd'hui, on en a une étape où on essaie de comparer finalement les résultats de l'année actuelle par rapport aux prévisions qui ont été faites l'année précédente. Mais le fait de pouvoir stocker l'ensemble de ces calculs intermédiaires, l'ensemble des étapes du calcul, on est convaincu que demain, grâce à de l'IA, ça nous permettra de peut-être mieux anticiper les automatismes qu'ont finalement les responsables de production sur le processus. La deuxième chose qui est importante, c'est et sur lequel je reviens moi énormément, hein, l'IA, c'est super, mais il ne faut pas oublier que la création de valeur, c'est quelque chose qui doit être fait par les personnes, par les responsables opérationnels, et que eux, en améliorant leur connaissance du processus, ils expriment le besoin de nouveaux indicateurs de pilotage, de nouvelles manières de présenter les choses.
en collaboration avec un data analyst et des outils data analyst spécifiques, on va pouvoir amener ces nouveaux indicateurs-là et donc améliorer la finesse, la capacité de précision, l'utilisation de toutes ces données-là. Et ça, je reste convaincu, pendant encore quelques années, c'est pas l'IA qui va nous amener ce genre de choses. Le dernier point, évidemment, on en a parlé, c'est l'intelligence artificielle. Les perspectives restent encore assez floues sur un processus comme celui-là, sur comment on peut l'intégrer, parce qu'on imagine plein de choses sur, par exemple, sur les aléas notamment. Est-ce qu'on peut, au travers des informations climatiques, par exemple, prévoir ou prédire un certain nombre d'aléas? Aujourd'hui, le vrai problème, c'est un peu les questions que je posais tout à l'heure, c'est comment on arrive à taguer, entre guillemets, ou à identifier le fait que tels aléas ont eu tels impacts et donc apprendre du passé. Là où il y a un peu plus de perspective, c'est sur la partie évolution des performances, où là, on voit que, je vais prendre un exemple assez concret, sur les luzernes, on voit qu'il y a une baisse un peu des performances, notamment sur les années, N+3, N+4, qu'ils observent, qu'ils constatent dans l'écart entre les prévisions et les réalisés. Et donc là, typiquement, on envisage que, des modèles d'intelligence artificielle un peu small data, réentraînés sur des données très concrètes par rapport aux clients, puissent leur permettre d'améliorer leurs prévisions et d'améliorer les connaissances pardon, sur les performances de chacune des variétés. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous présenter sur cette partie très orientée de data, un peu plus éloignée de l'IA, avec à la fois une partie très algorithmique modélisation et une partie un peu plus opérationnelle, mais sur laquelle je suis passé très très vite. Et voilà, je reste à votre disposition soit pour rentrer un peu plus dans les détails, soit pour répondre à vos interrogations. Merci Simon pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que vient de nous raconter Simon? Non, pas de questions? La question, c'était trop clair, comme pour mes collègues. Il faut le jeu de la première question, il faut oser le jeu de Est-ce la que première question. c'était clair? Est-ce que ça vous a appris des choses? Moi, une question pour toi, Simon, du coup. Pas trop sur le cas d'usage en particulier que tu nous as présenté, mais plutôt sur, le fonctionnement global de tes plateformes. Tu as montré dans le premier schéma beaucoup d'interconnexions avec des API, avec des fichiers Excel, avec des applications déjà existantes. Est-ce que ton application permet, des sorties aussi de données? Oui, alors tout à fait, typiquement, donc peut-être je vais peut-être réexprimer ce que je dis quand nos interlocuteurs ont besoin de se réapproprier le modèle de données. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un mode Excel où bon, vous voyez très bien tous comment est fait un fichier Excel, vous avez tous vos onglets, en général, toutes vos données ligne par ligne et puis un certain nombre de données en colonne. En fait, quand on passe dans un modèle, avec des encore plus grands volumes de données, nos clients se réapproprient directement les données présentes dans les colonnes. Et donc on leur exporte toutes les données, de la même manière, ligne par ligne, et chaque colonne étant le résultat d'un calcul, non pas d'une formule qui est dans Excel, mais d'une donnée qui a été calculée par la plateforme. Et donc c'est extrêmement important pour nous, notre baseline de chez Flution, c'est vos données, vos décisions. Donc on permet à nos clients de se réapproprier l'ensemble de leurs données, pour qu'ils puissent améliorer leurs calculs, améliorer leurs prévisions et donc reprendre les données à chacune des étapes du processus pour se dire: «Tiens, si je réutilisais, si j'avais une formule un peu différente, comment je le ferais?» Et la difficulté qu'ils ont, et que j'ai avec eux, que je partage, c'est comment ils font pour à peu près retrouver les mêmes, formules que celles qu'ils avaient avant dans leur fichier Excel initial versus celles qu'ils ont maintenant. Je vais prendre un exemple simple. Si on, prévoit un stock prévisionnel à 5 ans d'une variété, c'est le fruit d'un grand nombre de calculs, comme j'ai expliqué, notamment pour les espèces pérennes, parce qu'il faut prendre en compte un grand nombre d'indicateurs et en fait, la formule de calcul, entre ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle était dans le fichier Excel initial, elle est foncièrement différente. Elle donne à peu près le même résultat, mais elle est foncièrement différente. Et donc oui, on leur permet de se réapproprier ces données-là, mais ils ont besoin de reprendre toutes ces notions de calcul. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément anticipé au départ et qui génère un certain nombre de frustrations, puisque ces méthodes, elles ont été le fruit, le fichier Excel, là, qui a été le point de départ du projet de digitalisation. Il avait mis à peu près 2-3 ans à être mis en place. Et en fait, il faut accepter de le reprendre dans le cadre du projet et de se réapproprier. Et d'ailleurs, souvent, en général, c'est aussi là qu'on passe à d'autres outils de data analyse, des Power Pivot ou d'autres, parce qu'ils acceptent mieux en fait de reprendre des données brutes mais précalculées et de travailler vraiment sur des méthodes un peu plus complexes. OK, mais la destination finale, du coup, c'est à nouveau un fichier Excel pour que les gens se réapproprient. Il n'y a pas de connexion API avec d'autres leurs fournisseurs, par exemple, ou leur outil de gestion interne?
Alors aujourd'hui, on n'a pas ça parce que c'est pas l'enjeu de cette plateforme-là. Et très honnêtement, nous, dans notre positionnement chez Fluent, on est beaucoup sur l'exploitation de la donnée. Ok, Donc, j'ai envie de te dire, techniquement, rien ne l'empêche, bien au contraire, puisque bah, le premier utilisateur finalement des données, bah, c'est les interfaces qu'on produit. On est toujours, nous, sur une architecture back-front assez classique avec des API REST classiques, sécurisées et je dirais une architecture technique digne de ce qu'on peut faire en 2025. Et donc, on pourrait avoir d'autres consommateurs qui seraient un Abellio ou d'autres gens qui viendraient utiliser ces mêmes données-là. Mais aujourd'hui, on n'a jamais trouvé ce cas d'usage-là. Donc, c'est ok, pour ça que je vous posais un peu les questions d'apprentissage. Moi, je ne suis pas un grand expert du monde agri-agro. J'ai pas mal de cas d'usage, ils se trouvent là-dedans, mais pour des clients individuels. Le fait de pouvoir repartager, tu vois, par exemple, on a une application de pilotage des forces commerciales dans le monde de la grande distribution. Et donc, c'est clair que une des questions qui a été posée, c'est est-ce qu'ils peuvent donner ces informations-là à leurs fournisseurs pour les aider à anticiper un certain nombre de choses. Donc, techniquement, je dirais que c'est pas le sujet, c'est plutôt le cas d'usage ok. qui fait la limite aujourd'hui. De la même manière que nous, on est capable d'aller chercher des données par API, voire de s'interconnecter directement avec des ERP. La réalité très concrète, c'est qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par import-export de fichiers CSV parce que beaucoup d'outils n'ont pas plus que ça. Et donc, on est obligé de se rabattre là-dessus, même si techniquement, voilà, avec quelques ERP, on peut aller s'interfacer. Ok, merci. Typiquement, si je prends ce cas d'usage-là, aujourd'hui, toutes les données sont importées, sont le fruit de retraitements manuels, notamment sur les notions de réaliser, de mise en production et ainsi de suite. Ils sont par ailleurs, ceux qui en ont dans un projet de migration vers un ERP 7X3. Et donc, on sait que demain, on intégrera directement les données de l'ERP sans passer par ces phases de traitement manuel. C'est aussi une chose importante, c'est que je pense que la technologie dans ces sujets de data, il ne faut pas s'arrêter aux contraintes techniques, sinon tu lances jamais des projets. Donc il faut aussi accepter des fois de dire on repart avec ce qu'on a, c'est bien, c'est pas bien, et puis on essaie d'améliorer. Typiquement, il y a un sujet sur lequel on n'a pas été bon là-dessus. À un moment donné, les équipes commerciales ont dit on veut améliorer notre capacité de prévision et on veut pouvoir faire des prévisions pays par pays. Et dans les faits, et donc c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas auparavant, on a voulu faire ces deux choses-là, à la fois mettre en place la plateforme et en même temps aider les équipes commerciales à améliorer leurs prévisions. Et en fait, il y avait trop de pays, trop de lignes, trop de produits, et donc ils n'ont pas réussi à produire toutes les données nécessaires ou avec la finesse de données nécessaires pour pouvoir le faire. Et donc du coup, on est revenu, on a fait un rollback un petit peu en revenant sur des prévisions par grande zone géographique, que ça, ils savaient faire et qu'ils ont pu intégrer dans la plateforme. Il faut aussi arriver à trouver les bons curseurs dans les phases projet pour, je dirais, entre la vision de la data va résoudre tous nos problèmes et vraiment concrètement mettre ces projets-là de façon opérationnelle dans des boîtes, trouver le bon niveau d'interaction. Merci pour ces précisions. Est-ce on a encore le temps de prendre une question, alors que ce soit pour Simon, pour Jérémy, pour Bruno? Est-ce que certains ont envie de prendre la parole? Oui, du coup, moi, je retourne la question, Jérémy. Est-ce que vous, de votre côté, qui êtes vraiment très impliqué très verticalisé dans ce secteur-là, est-ce que vous remettez à disposition des données, je dirais, pour faire, j'ai vu que vous travaillez beaucoup quand même avec les centres de recherche, est-ce que vous leur restituez peut-être à eux, peut-être c'est des conventions de partenariat, justement pour qu'ils puissent aussi améliorer leur capacité de recherche, ou comment vous gérez ce feedback-là, qui est à mon sens très intéressant aussi pour la filière en tant que telle? Du coup, nous, le feedback, on n'en fait pas et c'est un choix politique. Il dépend pas de moi, je ne saurais pas le justifier, mais D'accord, actuellement, c'est un peu comme vous, où vous avez pas vraiment le besoin, nous, on n'a pas vraiment l'envie, je crois. d'accord. Ok. Merci pour la franchise de la réponse, clarté de la réponse. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, vous n'hésitez pas à m'interrompre si ce n'est pas le cas. Je vous propose de clôturer l'atelier aujourd'hui. Juste vous rappeler qu'il a été enregistré et qu'il sera disponible sur la plateforme de Digitalis Future très prochainement. Et puis on vous renverra aussi des informations, notamment liées à la conf,
du 25 juin par mail voilà, à la suite de ces échanges-là. Bah, peut-être Angélique, j'en profite, Mathilde, petit teaser, puisque je change de casquette, je remets ma casquette finalement d'organisateur de cette saison-là. La thématique de la conf, ce sera sur les enjeux de parallèle qu'on peut dresser entre le secteur numérique et le secteur agro, les enjeux de souveraineté et justement de réappropriation des technologies, puisqu'on on voit qu'il y a un peu le même sujet entre ce secteur agri qui a besoin de se digitaliser, mais en même temps de continuer à être souverain et de répondre aux enjeux de notre propre pays ou de notre région européenne. Chose qui est également vraie dans le monde numérique, puisqu'on est sous une contrainte forte, on va dire, des big tech américaines ou chinoises. Et donc, comment on arrive à traiter ces enjeux-là et peut-être avoir une alliance plus forte entre ces deux secteurs qui ont ce même objectif en commun, de répondre aux enjeux de moins grande consommation des ressources et souveraineté française ou européenne. Là, ça fera peut-être partie des débats qui arriveront. Je crois que la date, c'est le 25, c'est ça? 25 juin à Ouais, Montpellier. 25 juin. À Montpellier en présentiel, donc ça sera peut-être l'occasion de vous rencontrer toutes et tous. J'ai vu encore qu'il y avait un certain nombre de participants qui étaient de Montpellier, donc ça sera l'occasion de se rencontrer. Merci pour ces précisions. Angélique, est-ce que tu veux dire le mot de la fin pour Digitalis Future ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon, hein. Simon a bien conclu. Merci, J'ai vu que Simon. tu étais parti, excuse-moi, Julie, que j'avais pas vu que tu étais encore là. Bon, bah alors dans ce cas, il nous reste à vous souhaiter un très bon appétit, une bonne après-midi et puis à très vite dans le cadre de Digitalis Future ou de Digital 113.